nouvelle œuvre littéraire chrétienne vient d'être dédicacée ce dimanche. L'œuvre est du révérend Dr Jean-Charles Cabré. L'homme porte plusieurs casquettes et selon sa biographie, il a occupé de nombreux postes tant sur le plan étatique qu'ecclésiastique. Deux professeurs de français, de philosophie dans les établissements de la place, il fut promu administrateur de services financiers, domaine dans lequel il a très vite gravi les échelons. La mort, le Christ et la destinée éternelle de l'homme, c'est l'intitulé de l'ouvrage qui paraît en ce jour. Il s'adresse aux chrétiens et aux non-chrétiens surtout, pour que les gens comprennent, même les chrétiens ne comprennent pas l'importance de la mort spirituelle. Et on est en Christ, mais on ne se rend pas compte qu'on était dans une situation qui pouvait nous conduire à l'enfer, en enfer. Donc, si les chrétiens pouvaient comprendre ça, ils vont se garder pour ne pas retourner dans la mort spirituelle. Parce que quand vous mourrez physiquement, étant dans la mort spirituelle, vous ne pouvez plus régler votre problème pour aller au ciel. Philosophe chrétien et pasteur de surcroît, le docteur Cabré indique dans son chef-d'œuvre qu'il existe trois aspects ou trois conceptions de la mort. J'ai eu l'idée en 2015. Bon, je ne sais pas si c'est à partir d'une lecture ou c'est vraiment venu comme ça, mais depuis 2015, je voulais toujours parler des trois aspects de la mort. La mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Donc, j'ai prêché sur le sujet et il m'est venu l'idée d'écrire un livre. J'ai commencé à écrire. Et en mars 2016, on m'a proposé de venir au Malawi pour avoir le doctorat honoris causa. Et pendant qu'on préparait pour le départ, l'idée est venue à la personne qui m'avait proposé de demander si quelqu'un qui a sa maîtrise en philosophie peut faire le doctorat académique. On a dit oui, et j'ai pris le livre que j'avais écrit et j'ai transformé ça en thèse et je suis allé présenter ça au Malawi et pour le doctorat académique. Voilà. Quand je suis revenu, j'ai repris l'idée de faire un livre et c'est comme ça que j'ai écrit le livre. Ce sont 5 grands points que l'auteur a étalés sur 202 pages. L'humiliation divine où Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit se sont humiliés afin que l'humanité soit sauvée. La mort, point focal de l'œuvre où le docteur Jean-Charles explique les types de mort. En troisième point, l'auteur pose une question et apporte quelques éléments de réponse. Pourquoi et quand passer de la mort à la vie en Christ? À cette question s'ajoute une autre, à savoir comment passer de la mort à la vie. Une fois la vie obtenue en Christ, le révérend Dr Jean-Charles Cabré propose des moyens qui pourraient aider les uns et les autres à maintenir cette vie en Christ. La mort, le Christ et la destinée éternelle de l'homme est désormais disponible pour tous. Le président de la République, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, m'a fait l'honneur de me recevoir aujourd'hui. Nous avons tout d'abord échangé sur les moments dramatiques et douloureux qui ont touché le Burkina Faso récemment. En effet, avec une profonde tristesse et grande consternation que nous avons vécu l'attaque terroriste le 13 août à Ouagadougou et avec une émotion que nous avons appris la disparition le 19 août de son Excellence Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale. Au nom du secrétaire général des Nations Unies et
de vive voix, j'exprime une fois de plus nos plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple de Burkina Faso. Ma visite au Burkina Faso est la dernière étape d'une tournée régionale dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et de l'appui du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel UNOWAS. Comme vous le savez, les États membres de G5 Sahel ont établi une force conjointe pour affronter efficacement les défis liés au terrorisme dans les pays concernés. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a salué également cette initiative. Avec le président de la République, nous avons discuté les rôles complémentaires des Nations Unies liés à la opérationnalisation de la force conjointe. Il est aussi important que la communauté internationale donne à cette force les moyens d'action et le soutien politique nécessaire à l'accomplissement de son mandat. Dans le même contexte, je me suis rendu au Mali et au Niger plus tôt cette semaine pour porter ces mêmes messages de solidarité et de détermination des Nations Unies de travailler étroitement avec les pays de la G5 Sahel, surtout les pays de l'État Gourma, pour faire face aux défis sécuritaires qui confrontent ces pays, mais également qui confrontent la sous-région Sahel-Ouest africain aujourd'hui. L'ensemble des systèmes Nations Unies continuera d'appuyer vos efforts afin d'assurer la paix et la sécurité. Les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina ont abrité la session d'information et d'échange sur le partenariat public-privé PPP, singulièrement sur les récents textes relatifs aux procédures d'allègement de la contractualisation des projets du dit partenariat en vue de leur appropriation par le secteur privé national. Avant de poursuivre, une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes de l'attentat du restaurant Aziz Istanbul, mais aussi pour le président de l'Assemblée nationale, Feu Salifou Diallo. Au menu de ces échanges, on note entre autres le rappel sur le cadre juridique du PPP au Burkina Faso et la présentation de la loi 042. Les acteurs en charge de la mise en œuvre du PPP, le secteur privé, les représentants des entreprises concernées, tous étaient réunis pour un même objectif qui est celui de répondre aux aspirations profondes de la population. À entendre Philippe Palenfo, directeur du PPP, dans son exposé, le partenariat public-privé va au-delà des relations secteur privé et public. Le dit partenariat vise plutôt l'expertise et la performance. Le gouvernement veut partager les responsabilités à travers le transfert des risques que le privé est habilité à gérer, dit-il. Si cette journée se veut informative sur les tenants et les aboutissants des projets PPP, les acteurs du secteur privé ne l'entendent pas de cette oreille. Le PPP aujourd'hui repose sur le PNDS. Et nous avons dit que pour nous, opérateurs locaux, il est important qu'on puisse être impliqués dans le PPP. Mais en même temps, il faut être réaliste. Impliqué dans le PPP demande qu'il faut préfinancer et que l'État puisse rembourser. La structure économique bancaire qu'on a actuellement ne nous favorise pas par rapport aux entreprises occidentales parce que les taux d'intérêt ne sont pas les mêmes. À la question à savoir si les entreprises locales sont assez impliquées, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances réplique. Vous verrez dans aucun texte où on spécifie qu'une entreprise nationale ou étrangère est mise en avant
dans le cadre du PPP. Elles sont ouvertes à toutes les entreprises. C'est simplement les capacités financières ou techniques qui sont mises en avant, et à partir du moment où une entreprise demande ses capacités, elle peut être retenue donc pour intervenir en PPP. Nous envoyons les entreprises directement au niveau des ministères précis parce que le nombre de secteurs qui sont autorisés à passer en PPP avec ces procédures d'allègement est très connu. Santé, éducation, économie numérique par exemple. Donc nous invitons les différents opérateurs à approcher directement ces ministères pour qu'on leur communique exactement la situation au niveau des PPP qui vont passer cette année. Au sortir de cette session d'information et d'échange, les acteurs en charge de la mise en œuvre des projets PPP entendent jouer pleinement leur partition pour l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés. Au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu ce mardi 29 août 2017, la présidente de l'ONG Tanga, basée en Allemagne, a évoqué les conditions dans lesquelles vivent certains migrants clandestins. La migration clandestine est un phénomène qui va grandissant et qui s'avère de plus en plus meurtrier. Fort de ce constat, l'Association des Africains vivant en Allemagne, par le biais de sa présidente Dr Sylvie Nancha, donne de la voix à travers le lancement de la campagne No More Die. Pour le président du Conseil national de la jeunesse, c'est une occasion à saisir. De ce fait, des jeunes seront formés pour la mise en œuvre de ce projet. Des centaines de migrants meurent chaque jour en voulant traverser de façon clandestine les frontières en vue de passer de l'autre côté de la Méditerranée. En témoignent ces images et propos recueillis par la responsable de l'ONG Tanga. Lost Dreams, verlorene Träume, rêve perdu, ainsi est dénommé ce projet basé sur 3 principaux axes. La sensibilisation sur les risques et dangers que constitue la traversée du désert du Niger ou la barrière barbelée du Maroc. Une fois ces dangers dépassés, la vie en Europe est aussi un autre défi à relever. Afin d'éviter nombre de désagréments, il est recommandé de passer par les voies légales afin d'obtenir un visa dit normal. Cependant, l'ONG Tanga lance un cri de cœur au gouvernement afin de travailler à développer des initiatives permettant de réduire le taux de migration. L'Eldorado, il faut le dire, ne se trouve pas forcément à l'étranger. Ils affluent afin d'avoir accès à la salle de conférence du ministère de l'Environnement. Le ministre d'État, ministre en charge de la Sécurité, Simon Komporé, a tenu une rencontre d'échange avec les riverains de l'avenue Kwame Nkrumah. En rappel, cette avenue située au cœur de la capitale du Burkina Faso a été le théâtre de 2 attaques terroristes le 15 janvier 2015 et le 13 août dernier. À cet effet, des mesures sécuritaires ont été mises en place afin d'assurer le maximum de sécurité possible aux habitués et aux visiteurs des lieux. L'action des terroristes, nous allons nous y opposer. Et nous avons les moyens. Les moyens parce que les hommes sont là, nos jeunes gendarmes, nos jeunes policiers sont là et ils sont formés. Ils demandent à ce qu'on puisse leur faire confiance et que nous puissions petit à petit faire en sorte qu'ils puissent monter en puissance du point de vue de leur équipement, leur formation, pour qu'il soit possible de sécuriser, d'apporter la joie et le bonheur sur cette voie-là, appelée Kwame Nkrumah. Alors nous avons pris des dispositions. Quand vous irez sur Kwame Nkrumah, vous verrez de visu, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Allez et vous verrez, ce n'est pas des mesures d'ordre ponctuel, c'est des mesures pérennes. Et vous pouvez le constater de nuit comme de jour. Voilà. Tout cela en pensant qu'en faisant de cette façon-là, nous allons minimiser beaucoup le risque. Nous
beaucoup d'améliorations vont être faites sur cette voie avec le patronage donc, de la mairie de Ouagadougou. Et tout cela, je crois que dans les mois à venir, vous verrez de visu toutes ces améliorations qui vont faire que, au lieu de fuir Kwame Nkrumah, on va accourir vers Kwame Nkrumah parce qu'il y fait bon vivre, on mange, on boit, on se réjouit sur cette avenue. C'est vrai, nous avons déploré des morts, mais comme partout ailleurs, nous n'allons pas nous laisser abattre par cela. Et nous allons faire comme les autres qui ont su résister, qui ont su s'organiser et apporter la riposte nécessaire. Alors, c'est ce mot d'espoir, mais ces informations de taille que nous sommes venus donner aux riverains de l'avenue Kwame Nkrumah. La plupart des banques se trouvent sur cette avenue et pour rien au monde, personne ne déménagera. Voilà. Et il y a des bruits qui courent, mais ce n'est que des bruits. L'affluence va gagner en intensité, Dieu voulant. C'est votre ville, c'est notre ville, c'est notre pays. Alors, faisons un tir groupé. Et Dieu va nous faciliter la tâche. Après la rencontre, nous avons effectué un constat sur les lieux. C'est parti pour le colloque international du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité. Premier du genre, ce colloque se veut un cadre de rencontre et d'échange des experts de la question sécuritaire. Ce colloque se situe dans un contexte particulièrement difficile pour nos États, nos communautés, nos populations. Et ce colloque, se situant à un niveau stratégique, ambitionne de mener des réflexions qui vont permettre d'élaborer des stratégies efficientes mais également transformationnelles. Transformationnelles à partir du moment où ces stratégies vont permettre d'opérationnaliser un certain nombre de dynamiques qui vont alors opérer et faire opérer au niveau donc, des systèmes et sous-systèmes de nos sociétés, donc des changements qui permettront évidemment de lutter efficacement contre le terrorisme et contre l'insécurité. Porté sur les fonds baptismaux en août 2016, le CSCRS, think tank indépendant, est une organisation non étatique associant toutes les compétences afin de concevoir et mettre en œuvre des stratégies appropriées à la lutte contre le grand banditisme, la criminalité transfrontalière et le terrorisme. En outre, ce centre d'études se propose d'apporter son aide dans la recherche et la formulation des solutions en matière de sécurité. Lorsque les États sont confrontés à des situations de difficultés financières, il arrive de leur trouver une panacée qui permette de résoudre la question fondamentale de leur capacitation. Qui dit capacitation dit équipement approprié, au niveau approprié, notamment les forces de défense et de sécurité, pour pouvoir mieux combattre le terrorisme. Mais pas seulement cela, parce que la question du terrorisme ne peut pas être réglée uniquement dans le cadre d'une lutte armée, mais il faut travailler également dans le cadre de la prévention, mais également du temps long, pour faire en sorte que toutes les questions socio-économiques de développement puissent être résolues dans le cadre, n'est-ce pas, de la lutte contre les terroristes. Il y a des initiatives qui sont prises pour élaborer, n'est-ce pas, des stratégies, et je pense que le fait de se mettre ensemble participe d'une meilleure posture à mettre en place pour affronter donc ces menaces qui sont véritablement dimensionnantes aujourd'hui. Et donc, nous pensons que c'est
une dynamique au niveau du G5 Sahel qui se met en place petit à petit et qu'en mutualisant les moyens, les forces, l'on parvienne, n'est-ce pas, à agréger le maximum, n'est-ce pas, de moyens pour faire face donc à la menace. 72 heures durant, plusieurs sujets seront traités. Il s'agit notamment de thèmes portant sur la criminalité transfrontalière dans la bande sahélo-sahélienne, la compréhension proprement dite du phénomène du terrorisme au Sahel, regard croisé des sciences humaines et sociales. Co-parrainé par les anciens présidents Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud et John Jerry Rawling du Ghana, ce premier colloque international du CCRS s'interroge sur les perspectives sécuritaires dans la bande sahélo-sahélienne, quelle stratégie efficiente et transformationnelle, d'où le thème général de cette rencontre. Les participants sont venus de plusieurs pays d'Afrique, mais aussi de la France, de la Suisse et de la Norvège. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale tient depuis ce matin une rencontre de partage et d'échange sur le rapport d'évaluation de la journée de travail continue dans les administrations du secteur public. Cet atelier qui réunit les secrétaires généraux des départements ministériels et institutionnels, les inspecteurs généraux et les partenaires sociaux a pour objet de présenter les résultats de l'étude d'évaluation sur la mesure du travail continu prise par le gouvernement de la transition en 2015. Et ce qui est ressorti donc de l'évaluation, c'est que 65% des agents de l'administration publique sont favorables au maintien de la journée de travail continu et 64% des usagers même de l'administration sont favorables au maintien de la journée de travail continu. Et vous avez 60% donc des partenaires sociaux, quand nous parlons de partenaires sociaux, ce sont des syndicats, ils sont aussi favorables au maintien donc, de la journée de travail continu. Et là où il y a un mot, ce sont les partenaires donc, de l'éducation. Vous avez le secteur de l'éducation où environ, en tout cas, près de 50, plus de 60% des acteurs ne sont pas favorables. Mais là aussi, il faut préciser que le secteur de l'éducation, selon le décret donc, qui instaure la journée de travail continu, avait déjà exclu ce secteur. Il s'agit juste d'un arrêté qui met en place donc, cette réforme au niveau donc, du secteur de l'éducation et il pourrait être réadapté selon les réalités donc, du terrain. La deuxième partie du document traite un peu donc, des mesures d'accompagnement. Vous savez que l'instauration de la journée de travail continu était en réalité conditionnée par la mise en œuvre d'un certain nombre donc, de mesures d'accompagnement, notamment la création donc, de réfectoires, la création donc, de restaurants au sein donc, des services des ministères et institutions. Vous avez la réfection donc, des services, des toilettes. Vous avez tout ce qui est sanitaire au sein donc, des ministères. Vous avez la création donc, des cantines. Donc, il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement, le contrôle de présence que l'inspection devait redoubler davantage et la sensibilisation des différents acteurs. Donc, une évaluation de toutes ces mesures ont été faites et c'est vrai qu'il faut reconnaître que beaucoup reste à faire. Et nous ne désespérons pas parce que c'est juste une année et demie de mise en œuvre. Nous pensons que les différents ministères vont encore être interpellés pour que ces éléments ou ces mesures d'accompagnement soient prises parce que ce soit un système discontinu ou continu, ce sont des mesures en réalité nécessaires et importantes même pour la productivité de l'administration. Au regard des impacts déjà atteints du système, l'étude recommande le maintien de la journée de travail continu dans les administrations du secteur public en réaménageant les horaires de la journée de travail continu afin de prendre en compte les préoccupations des agents publics ayant des enfants scolarisés qui ne bénéficient d'aucun système de transport scolaire. Salut. Je voudrais avant tout propos m'incliner une fois de plus devant la dépouille de mon regretté grand frère et ami, le docteur Salifou. Et l'un des plus grands souvenirs que je garde, c'est devant ce pupitre où lui et moi, il y a de cela à peu près un an, répondant à vos questions,
il m'avait assisté devant ce pupitre ici, donc j'en garde de très bons souvenirs. Je suis venu au Burkina aujourd'hui présenter mes condoléances suite au décès du docteur Salifou, président de l'Assemblée nationale, mais également suite aux événements malheureux qui ont endeuillé le pays suite à l'attaque du café Istanbul. Je veux m'appesantir sur le docteur Salifou que j'ai très bien connu. C'était un apôtre de la paix, un Africain, un panafricaniste, avec qui nous avons entretenu de très bonnes relations. Donc aujourd'hui, sa mort nous affecte beaucoup. Ça affecte la famille nucléaire, oui, mais sa grande famille politique, sa grande famille internationale, où il avait des amis partout. Donc je me devais à ma qualité de président du Parlement panafricain, mais également en tant que Burkinabé, venir présenter les condoléances au chef de l'État, c'est-à-dire au chef de l'État, à son gouvernement, au Parlement et à l'ensemble des citoyens burkinabés, mais également à la famille. Voilà un grand homme qui est décédé. L'Afrique en a connu une grande perte, mais également le Burkina Faso. Donc je vous présente donc à cette occasion mes sincères condoléances à toute la famille ainsi durement éprouvée. Voilà l'objet de ma visite ici au Burkina Faso. Le Parlement panafricain œuvre pour que l'Afrique soit pacifiée de tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Mais comme on le sait très bien, c'est une attaque qui est globale. Les États africains doivent se mettre ensemble pour combattre le terrorisme. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous exhortons les États à mutualiser leurs forces pour pouvoir combattre l'épineux phénomène du terrorisme. Le Burkina est lancé dans la voie du développement. Et ce serait très dommageable qu'à ce moment précis, que le pays soit tout le temps attaqué. Ça veut dire que les efforts de développement que le pays va entreprendre, tous ces efforts vont aller pour les problèmes de sécurité. Vous savez très bien que s'il n'y a pas la paix, la sécurité, le développement n'est pas possible. Donc pour nous au Parlement, nous condamnons fermement ces actes de violence. Et si on a des choses à dire comme le Parlement, nous disons que tous nos pays doivent se mettre ensemble pour combattre. Les attaques terroristes aujourd'hui ne doivent pas être le problème du Burkina. Parce que demain, ça sera un autre pays. Aucun pays n'est à l'abri de ce phénomène. Donc je crois que tous les pays africains, d'ailleurs, j'ai suivi les vagues de solidarité qui se sont manifestées ici, les chefs d'État qui sont venus présenter les condoléances à la suite de ça. Je crois que nous devons mutualiser nos efforts pour mener à bout le combat contre le terrorisme. L'économie. Nous avons trois grands chantiers. On a le chantier d'équipement de l'ensemble des formations sanitaires et la semaine prochaine nous aurons certainement au Conseil des ministres à connaître de ce dossier qui sera présenté. Le deuxième grand chantier, c'est tout ce qui est autour au projet partenariat public-privé que vous connaissez. Et nous allons avancer sur ces dossiers. Et puis le troisième grand dossier, c'est l'ensemble du fonctionnement du secteur de la santé. Maintenant, évidemment, au niveau de l'enseignement supérieur, c'est encore le chevauchement des années, la normalisation du cycle universitaire. Et donc, avant d'aller en vacances, on avait eu des concertations avec les différents acteurs. Il y a des pistes de solutions qui ont été donc identifiées. On est en train de travailler là-dessus pour que la rentrée se passe dans de bonnes conditions. Donc, le plus gros dossier pour nous, c'est de faire en sorte que les nouveaux bacheliers retrouvent le chemin des campus via les premiers trimestres de la Bien. Au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, l'un des dossiers les plus importants, c'est l'opérationnalisation du programme 40 000 logements.
si vous avez feuilleté les médias ces derniers temps, vous verrez que nous avons déjà lancé la manifestation d'intérêt pour que les travaux puissent commencer en début de dernier trimestre. Voilà. Nous avons déjà réalisé dans le cadre de ce programme-là, pour ce qui est des festivités du 11 décembre à Gawar, près de 500 logements, dont au moins 200 à 300 logements sociaux. Donc c'est cette dynamique-là qui va se poursuivre. Dans un premier temps, dans tous les chefs-lieux de région du Burkina Faso. Ensuite, nous allons l'étendre dans les chefs-lieux de province et de communes rurales. Donc, nous avons grand espoir que les 40 000 logements prévus seront atteints. Nous ambitionnons poursuivre au-delà de ça. Au regard de la demande des inscrits, des inscriptions, nous sommes à plus de 200 000 inscrits qui aspirent à l'accès au logement. Moi, je n'ai pratiquement pas eu de vacances. J'ai eu 4 jours ouvrables. Bon, mais en tout cas, on est un peu reposé, surtout d'attente parce qu'il y a des dossiers importants. Au niveau du ministère, nous avons des projets de financement, des lois d'habilitation qui doivent passer parce que nous avons eu des financements de l'IDA, la Banque mondiale, pour un projet de développement de l'élevage. Donc ça, c'est un projet important. Il y a la question très importante aussi de limitation de la circulation de numéraires dans l'économie. Donc les paiements vont dorénavant se faire par des paiements sécurisés. Donc ça c'est un aspect très important aussi parce qu'on a vu tous les risques au niveau des fonds parce qu'il y a la manipulation, la disparition des ressources, etc. Donc nous allons maintenant digitaliser tout et en tout cas dématérialiser tout ce qu'on peut faire. En tout cas pour les paiements au moins ça va se faire de moins en moins par des espèces. Et il y a un dossier important aussi, je crois qu'il faudrait en parler, c'est le dossier Onatel. Onatel en ce sens que l'État actionnaire, nous avons décidé pour financer des projets importants que nous allions vendre certaines actions. Ce dernier quart de l'année va être une partie très décisive en ce qui concerne mon département. Il y a beaucoup de dossiers importants comme la loi du travail qui est en cours de révision, c'est-à-dire le code du travail. L'assurance maladie, dont la caisse d'assurance maladie va connaître aussi sa création au cours de ce trimestre. Vous avez d'autres dossiers comme la lecture de la loi 33 des établissements publics de l'État. Également des dossiers importants comme la continuation de la mise en œuvre de la loi 81, notamment ce qui concerne le répertoire interministériel des emplois de l'État, les RIM. Et donc beaucoup de dossiers, vraiment beaucoup de dossiers qui sont très, très importants. J'ai beaucoup de dossiers, vous avez constaté que depuis hier, j'ai commencé déjà à rencontrer le maire, parce que vous savez que dans le cadre de la loi PPP, là qui est venu de conforter la loi réglementant le secteur de l'énergie pour qu'on puisse donc, à travers donc, des négociations, donc, doit permettre d'installer des centrales solaires par des privés de vendre à Solabel. Et donc dans le cadre de ce projet-là, j'ai rencontré 7 maires hier. Et l'idée c'était déjà de regarder ou identifier les coordonnées géographiques des sites qui vont abriter les centrales solaires. Et nous sommes là-dessus, je pense que ça c'est un projet qui va rapidement se mettre en œuvre. La continuité du travail. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'impératifs dans les attentes des populations et dans les dossiers qui sont en cours. Je pense que nous avons donc une journée très studieuse qui va commencer. C'est effectif. La rentrée gouvernementale a eu lieu ce mercredi avec de nombreux dossiers en attente d'être examinés pour les uns et mis en œuvre pour les autres. Après un mois de vacances assez mouvementé, le gouvernement Tiéba se remet au travail. Ce dernier trimestre de l'année 2017 verra assurément le dénouement de plusieurs dossiers pendants au niveau des différents ministères. À l'entame du Conseil des ministres de ce jour, une minute de silence a été observée en hommage aux
victimes de l'attaque terroriste du café Istanbul le 13 août et au baobab de la politique nationale, feu Salifou Diallo, tombé le 19 août dernier. Le Conseil des ministres a repris aujourd'hui, sous la présidence de son Excellence Sonkoro Christian Marc Kaboré. Le président du FASO donc, a demandé 1 minute de silence au Conseil en mémoire donc, du président de l'Assemblée nationale, son Excellence Salifou Diallo. Et il a également donné des directives par rapport au travail gouvernemental, notamment en termes de résultats, en termes d'atteinte des objectifs, en termes d'une meilleure synergie, afin que cette année, qui est une année relativement difficile, puisse être couronnée donc par des résultats probants à l'endroit donc du développement et de l'attente des populations. Un certain nombre de dossiers ont été donc étudiés. Je voudrais vous en faire le résumé de quelques-uns. Il s'agit notamment au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement de l'adoption de l'ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt conclu donc le 25 juillet 2017 entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement. Ce prêt, qui est de 36 milliards de francs CFA, doit servir essentiellement au projet d'appui de développement du secteur de l'élevage au Burkina Faso, PADELBF. Il s'agit donc de 2 composantes principalement, l'amélioration de l'accès aux services et intrants d'élevage et le développement de la chaîne de valeur de l'élevage. C'est à peu près 300 000 producteurs qui seront touchés donc par ce projet qui est prévu pour durer 5 ans. Nous avons également, au titre toujours du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, adopté un rapport sur la réduction des paiements en numéraire effectués dans l'administration publique. Il faut savoir aujourd'hui qu'à peu près 20% des paiements dans notre administration se font toujours en numéraire, de façon simple, comme on dit, en espèces. Et il s'agit pour nous donc de réduire au maximum ces paiements-là, afin notamment de réduire les situations d'insécurité dans lesquelles se trouvent un certain nombre d'acteurs qui sont dans le cadre de ces paiements, d'augmenter le taux de bancarisation de notre pays, mais également d'améliorer la gouvernance. Parce que plus on touche de l'argent, plus on a tendance à avoir quelques petits dérapages à ce niveau-là. Donc le Conseil a entériné les mesures prises notamment par le ministère des Finances, en souhaitant donc qu'il y ait une période de grâce qui soit permise à ce qu'effectivement toutes les personnes puissent, dans le cadre du travail avec l'administration, avoir donc ce paiement numérique ou cette domination bancaire qui évite les problèmes. Au niveau du MENA, donc, nous avons également fait l'approbation des résultats d'appel d'offres ouverts sur la construction de 394 blocs de 2 salles de classe dans les 13 régions du Burkina. C'est 44 lots d'un montant de 6 milliards 354 millions 566 662 francs CFA. Les délais d'exécution vont donc de 4 à 5 mois selon donc le nombre de classes, selon le nombre de lots accordés aux entreprises. Et nous avons donc, pour terminer, finalisé le projet de loi fixant les règles d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire au Burkina Faso. Il y a des lois qui existent, mais nous avons donc ambition d'introduire ce projet de loi à la session de notre Assemblée, afin donc de tenir compte de l'évolution institutionnelle, de la nécessité donc d'adapter nos textes au contenu communautaire, des nouveaux formats, de mieux catégoriser les permis, mais surtout donc d'avoir une limitation pour ce qui est de la durée des permis. Avant, les permis étaient donnés de façon donc ad vitam aeternam, alors que les personnes ont un certain nombre de transformations en cycle de vie. Il faudrait donc adapter les permis à cette réalité-là. Au titre du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, nous avons donc approuvé les résultats de la demande de proposition pour le recrutement d'un cabinet de consultants en ce qui concerne donc le suivi-contrôle de la réalisation du réseau backbone national en fibre optique. Et je voudrais terminer donc par le ministère de l'eau qui est avec nous. Il s'agit donc des résultats d'un appel d'offres pour la réalisation et le contrôle de travaux confortatifs donc, du barrage de Samandéni. Et sur Samandéni, justement, le ministre va faire une présentation en commençant justement par cette question des travaux. Le Conseil a adopté un rapport pour permettre la réalisation des travaux confortatifs pour la finition des travaux du barrage de Samandéni. Bon, très rapidement, un rappel, depuis donc, la reprise des travaux de ce barrage, aujourd'hui nous sommes à 98% d'exécution du lot 1.
à savoir le barrage et la centrale hydroélectrique. Nous sommes à plus de 70% donc de la mise en œuvre du PGS, parce que là c'était vraiment le point d'achoppement, c'est pratiquement réglé. Et comme vous l'avez aussi suivi, nous avons baissé les vannes. Ça veut dire que depuis un moment, le barrage de Samandini est en train d'accumuler de l'eau. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 350 millions de mètres cubes stockés par le barrage de Samandini pour un potentiel attendu de 1,50 milliard de mètres cubes. Alors, de quoi relèvent ces travaux? En fait, ça fait plus de 10 ans que les études ont été faites et ça fait plus de 7 ans que les travaux durent. Alors, il se trouve qu'à Laval, comme le cours d'eau a été contourné pour pouvoir faire les travaux, Laval s'est bouché. Le cours d'eau s'est bouché, le Moune s'est bouché sur plus de 7 km. Alors, il y a eu des arbres qui ont poussé, il y a eu du sable qui ont comblé. Et maintenant, les turbines sont en train d'arriver. Les équipements électromécaniques sont attendus pour le dernier trimestre de l'année 2017. Et quand ça va arriver, ils vont être installés et on va commencer à turbiner. Dès que nous allons commencer à turbiner, nous allons envoyer de l'eau à Laval. Et il faut effectivement dégager pour que l'eau puisse passer, pour ne pas nuire au fonctionnement des turbines. Nous allons aussi profiter de limiter la zone de servitude de la rivière à Laval, donc du barrage de Samandini. Nous allons profiter aussi recalibrer le lit mineur du barrage pour pouvoir servir aussi pour les aménagements. Voilà un peu la consistance donc de ces travaux qui ont été accordés. Ça a été accordé ces deux marchés, le marché des travaux à l'entreprise SGTM, Société Générale des Travaux du Maroc, et en groupement avec l'entreprise SFF, Société Fadoul Technibois. En fait, c'est les mêmes entreprises qui sont toujours sur les travaux. Et pour le contrôle, le bureau d'études BERA, qui est le bureau d'études et de réalisation en matière d'hydraulique, un des premiers bureaux de notre pays, respectivement pour une durée de 10 mois et de 11 mois. Alors maintenant, très rapidement aussi, ce n'est qu'une étape. Nous sommes en train d'optimiser, certes, une étape importante pour le programme de développement intégré de la vallée de Samandini, mais très rapidement, nous avons même commencé à implémenter le volet aménagement à Laval. Ça va aller très vite. Nous allons bientôt commencer aussi à exploiter le potentiel hydroélectrique. Ça veut dire que dès que les turbines vont arriver, peut-être qu'en fonction du niveau d'eau qui sera atteint dans le barrage, parce qu'il faut un niveau d'immersion de ces turbines, on va commencer à turbiner et à produire l'énergie. Le plan d'eau est là, nécessairement ça commence à produire du poisson, nécessairement il va falloir commencer à regarder les aspects environnementaux et bientôt on va commencer aussi l'implantation de la zone agro-industrielle pour la production et la valorisation de ce potentiel hydroélectrique à l'ouest de notre pays. Je vous remercie. Salifou Diallo n'est plus. Il faut un nouveau chef de classe pour les locataires de l'hémicycle. À l'appel de leur nom, un par un, les députés de la 5e législation, en toute sérénité, ont voté leur président conformément à l'article 17, alinéa 03 de la résolution numéro 001-2016-AN portant règlement de l'Assemblée nationale. Selon le dit article, en cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale, par application des articles 91, 92 ou 93 de la Constitution, l'Assemblée nationale élit un nouveau président dans les 15 jours qui suivent la vacance si elle est en session. Dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit. Ainsi, 127 députés ont franchi le rideau de l'isoloir et en sont sortis quelques instants plus tard avec leur bulletin de vote qu'ils placent dans l'urne disposée à cet effet. Sur le dit bulletin de vote, le député devrait porter son choix sur le pour, le contre ou l'abstention. Un seul candidat sur la liste, le député de la mouvance présidentielle MPP, Alassane Bala Sakandé, jusque-là serein. La fin du scrutin est sans commentaire. 104 pour, 19 abstentions, 2 contre et 2 bulletins nuls. L'honorable Sakandé est élu à plus de la majorité, fixée à 64 voix. Je voudrais me permettre, au nom du bureau de l'Assemblée nationale, de féliciter le nouveau président. Et je voudrais également lui rappeler que son mandat, comme cela a été dit tout à l'heure, prend immédiatement effet et court durant toute la durée de la législature, c'est-à-dire jusqu'en 2020. Mais
Permettez-moi également, et cette fois-ci je m'adresse à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour lui dire qu'il a désormais une lourde responsabilité qui lui a été confiée du fait de la confiance de ses collègues par l'ensemble du Parlement. Donc, je voudrais sincèrement l'exhorter à poursuivre, bien sûr, avec l'ensemble des députés, l'œuvre déjà entamée. Et je voudrais lui demander à me rejoindre ici même pour être déclaré installé désormais dans ses fonctions. Conformément donc à l'article 15, alinéa 5 du règlement de l'Assemblée nationale, je déclare l'honorable Sakandé Alassane Bala élu président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Pour le nouveau président de l'Assemblée nationale, il sera question pour lui de suivre les pas de son prédécesseur Salifou Diallo. En outre, il dit avoir bien reçu et bien compris le message de confiance de ses homologues au vu des résultats obtenus. Au vu des résultats affichés sur le tableau, je voudrais rassurer, dire à l'ensemble des députés que j'ai compris le message. J'ai compris ce message parce que le nombre qui est affiché ici n'est pas le nombre de la majorité. Je voudrais dire merci et à quelque part c'est un message et je l'ai bien compris et j'en tiendrai compte. À ceux qui ont voté non, contre, abstention, j'ai compris aussi leur message et je ferai de telle sorte que si dans un mois il y avait une élection qui devait se passer, ils allaient voter contraire, c'est-à-dire ils allaient voter pour moi. Ils vont voter pour moi. Il est des successions qu'on aurait voulu s'en passer. Et la nouvelle responsabilité qui m'échoit en ce jour de vendredi 8 septembre 2017 en est l'éloquente illustration. Il est des hommes politiques dont on admire l'action, mais dont on redoute de porter le legs. Le président Salifou Diallo a donné un cap, dessiné un horizon, préfacé une vision et impulsé une dynamique. Je fais le serment devant vous, mes collègues, de marcher avec vous dans les sillons tracés par notre illustre président Salifou Diallo. Oui, je prends l'engagement devant vous, chers collègues, de rattacher mon action à la vision politique de mon devancier. La charge qui est désormais la mienne est certes noble, mais ô combien périlleuse. Comme un enfant qui apprend à marcher, je trébucherai, je tituberai, je tomberai même peut-être, mais jamais, oui, jamais, je ne m'écarterai de la voie ouverte par celui dont le souvenir fondera mon action. Né en 1969 à Ouagadougou, l'homme est banquier de formation. Après avoir gravi les échelons dans le monde politique depuis l'année 2002 jusqu'à nos jours, il prend les rênes de la classe de l'Assemblée nationale. Marié et père de 2 enfants, Alassane Bala Sakandé est le nouveau président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso.
Et le plus important pour nous, c'était de parvenir à un choix de consensus et pour amorcer cette période difficile, après le décès du président Salifou Diallo, l'aborder dans une sorte de cohésion, une sorte de solidarité et une sorte aussi, j'allais dire, de sérénité. Et je pense que le procédé par lequel nous y sommes parvenus nous montre aujourd'hui que nous avons véritablement fait le bon choix. Qui n'a pas pour mission de le remplacer dans tout ce qu'il faisait. Il s'agit d'abord de pourvoir à une vacance de fonction, mais il s'agit aussi de poursuivre une œuvre. Et vous savez que le président Salifou avait déjà tracé des sillons et de mon point de vue, il sera beaucoup plus aisé pour le nouveau président, avec l'aval des autres députés, de pouvoir continuer l'œuvre qui a commencé. Et je pense que vous avez aussi saisi dans ces propos liminaires qu'il était question de marcher sur ses pas. Et je pense que de ce point de vue, il méritera toujours la confiance des députés, tant que naturellement il est dans ce sillon-là. Et prier à ce que le Seigneur l'assiste et l'accompagne également pour qu'il puisse en tout cas gérer ce mandat avec plaisir, avec honneur, au profit des députés, au profit de tous les citoyens burkinabés et également du pays. Ensuite, ce que j'attends de ce nouveau président, c'est qu'il soit un homme de cohésion sociale, dans une, en tout cas appeler tout le monde à avoir un esprit de cohésion sociale, un esprit de maturité politique et également de gérer cette Assemblée nationale avec transparence, avec l'équité, la justice et la transparence, sans regarder les couleurs politiques, sans en tout cas distinction quelconque. C'est ce que nous attendons de cet homme. Je sais qu'il est capable, ce qui est sûr, il va faire la différence, il va montrer un bon exemple de l'esprit républicain. Je sais que cet homme, il est capable. Nous avons plusieurs, j'allais dire beaucoup de personnes ici qui ont vraiment la capacité et des compétences pour gérer cette Assemblée nationale, mais certainement la sens est tombée de son côté, le choix a été fait de son côté, peut-être en pensant que c'est un homme aussi qui pouvait appeler les députés à la cohésion nationale et tous les Burkinabés à la cohésion nationale et gérer cette Assemblée nationale également dans l'équité et de la transparence. Travailler comme Salif, approcher l'opposition comme les majorités, assembler tout ensemble, eh bien, on doublerait les meilleurs résultats. Vraiment qu'il puisse être à la hauteur de son prédécesseur, on sait que ce n'est pas évident, mais qu'il puisse être quelqu'un qui puisse rassembler, qui puisse être à l'écoute de ses collègues, comme lui-même l'a dit dans son mot tout de suite, qu'il puisse accepter d'aller au charbon. Voilà, puisque après tout, nous attendons que les préoccupations légitimes de nos populations soient prises en compte, de sorte vraiment à pouvoir apporter des solutions à leurs attentes. Une délégation des représentants des institutions financières internationales et des partenaires financiers conduite par le directeur général ouest-africain de la Banque africaine de développement, BAD, ont été reçus ce matin en audience par le Premier ministre chef du gouvernement. Il s'agit d'une mission de dialogue sur le document de stratégie pays 2017-2021 pour échanger avec le Premier ministre et quelques membres du gouvernement sur les choix stratégiques opérés dans les référentiels de la coopération des 5 années à venir, à savoir le document 2017-2021. Et c'est le Premier ministre Paul Kabatieba qui a donné le top départ des travaux de cette rencontre très importante. Et ce document de stratégie, justement, prend tout cela en compte. Nous avons donc en perspective 500 milliards de francs CFA sur les 5 prochaines années, qui iront dans les piliers, n'est-ce pas, dont Madame le ministre a parlé, notamment l'énergie, n'est-ce pas. Il s'agit dans le plan de gouvernement d'avoir que le pays ait accès, que la population ait accès à l'énergie. 45% de la population doit avoir l'énergie ici. Il faut aussi avoir 1000 kilowatts, n'est-ce pas, de production pour 1 million, n'est-ce pas, de la population. Et tous ces efforts, n'est-ce pas, seront mis en œuvre avec la Banque africaine de développement. En ce qui concerne l'agriculture, elle a très bien dit, il s'agit d'avoir l'agriculture comme business. Il s'agit donc maintenant d'avoir non seulement produire, mais il faut transformer.
Et il faut aussi que tous les jeunes burkinabés, n'est-ce pas, s'attellent à cette activité qui est l'agriculture, qui est une activité productrice, qui est une activité, un business comme tout autre business. Donc toutes ces discussions, n'est-ce pas, ont porté sur les actions futures au Burkina Faso. Et nous comptons donc avec les 500 milliards sur les prochaines années, mobiliser ces ressources, mais aussi faire intervenir le secteur privé, n'est-ce pas, qui est l'ancrage même de l'économie. C'est le secteur privé qui crée la dynamique, qui crée l'emploi et qui crée la valeur ajoutée. Donc impliquer le secteur privé, n'est-ce pas, dans cette marche que nous voulons et pour le bonheur du Burkina Faso. Une rencontre dont les conclusions ont trouvé une issue de satisfaction, nous dit Rosine Koulibaly, ministre de l'économie et des finances. Parce que lorsque nous élaborions le plan national de développement économique et social, lorsque nous sommes partis à Paris au niveau de la conférence des partenaires pour le financement du plan, et la Banque africaine de développement s'était engagée à s'aligner sur les priorités définies par le gouvernement. Et c'est donc dans un processus participatif, tenant compte bien sûr de la disponibilité et des orientations du plan national de développement économique et social, que la Banque africaine de développement, dans le souci aussi de coordination avec les autres partenaires techniques et financiers, qu'elle a décidé, en accord avec le gouvernement, de cibler 2 piliers fondamentaux dans son intervention. Il s'agit, comme vous l'avez rappelé, du secteur de l'énergie. Il s'agit aussi de celui de l'agriculture, mais pas l'agriculture dans le sens seulement de la production, mais la question de transformation agricole. Donc c'est un peu cela l'objet qui a été discuté aujourd'hui. Et nous sommes dans un processus où, en fait, les actions, et certaines actions avaient déjà été engagées, puisque leur appui couvre la période 2017-2021. Il s'agira donc d'aller rapidement, de passer le processus d'approbation au niveau de leur conseil d'administration. Et comme nous sommes totalement en phase, en tout cas, il n'y a pas d'entrave à ce que ce programme effectivement puisse avancer et démarrer résolument au cours de cette année déjà et bien sûr d'ici l'horizon 2021. Selon le directeur général ouest-africain de la Banque africaine de développement, BAD, la haute direction de la banque a pris un certain nombre d'engagements lors de la visite du Premier ministre au siège de la banque le 11 novembre 2016. Il s'agit des pôles de croissance que sont les agropoles de Bagré et de Sourou, des chaînes de valeur dans la filière coton pour la réduction de la pauvreté en milieu rural et pour une plus grande transformation du coton, des énergies renouvelables par l'accès du Burkina Faso aux différents fonds mis en place par l'atténuation des effets du changement climatique, des actions à même de promouvoir l'emploi des jeunes et de l'agrobusiness par l'accompagnement du Burkina Faso dans la mise en place d'une banque agricole dédiée à cet effet. Et certains connaissent un début de mise en œuvre.